national du 14 juillet a été célébré aujourd'hui dans toute la France. À Paris, 29 ans après avoir défilé au même endroit devant le général de Gaulle, au lendemain de la Libération, l'armée a défilé ce matin de la Bastille à la République devant le chef de l'État, entouré de très nombreuses personnalités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Partout en France, et même ici sur le plateau de 24 heures sur la Une, comme vous pouvez le voir, on se prépare ce soir pour cette deuxième nuit du 14 juillet qui devrait terminer en apothéose cette célébration nationale avec les feux d'artifice qui vont éclater un peu partout, donnant une nouvelle fois le signal de départ pour une nuit qui pour beaucoup sera longue et, je l'espère, agréable. Certes, la fête n'est pas finie. Ce matin, ce sont quelques 100 000 Parisiens qui s'étaient retrouvés entre la Bastille et la République pour assister au grand défilé militaire traditionnel. Un défilé voulu moins pompeux que les autres années et marqué par ce signe des temps qu'est l'austérité. Il n'y avait, par mesure d'économie, aucun véhicule. Le président Valéry Giscard d'Estaing a ensuite reçu au palais de l'Élysée quelques 1300 invités, cependant que des cérémonies officielles ont marqué à travers tout le pays ce 14 juillet 1974. Mais il était un peu plus de 9 heures ce matin, lorsque ceux d'entre vous qui étaient déjà fidèles à notre rendez-vous devant leur télévision ont retrouvé, c'est aussi une tradition, Léon Zitrone. Arrivant par le boulevard Henri IV, le président de la République descend de son commande-car, seul véhicule utilisé pour la cérémonie. Accueilli par M. Chirac et Souplet, par les généraux Morin et Clave, le chef de l'État se porte devant le drapeau de la garde qui s'incline. Les traditions sont observées, mais avec davantage de simplicité. Une gerbe de roses rouges au pied de la colonne de Juillet, érigée en l'honneur des patriotes qui périrent à la Révolution de 1830. Et un instant de recueillement encore. On entendra longtemps et souvent le chant du départ. Le président restera toujours debout, car s'il y a 3 escadrilles d'avions dans le ciel, ici les Fougas de la patrouille de France, s'il y a 3 escadrons de la garde à cheval avec leurs casques scintillants et leurs beaux chevaux, tout le restant du défilé se compose d'unités à pied et en restant debout, le chef de l'État veut leur rendre hommage. Public très différent de celui des Champs-Élysées, plus proche, me semble-t-il, de ceux qui passent. Les grandes écoles, d'abord polytechniques, en tête comme d'usage, et dont le président est un ancien élève. Puis, sous leurs shakos et casoars, les Saint-Cyriens de Guet-Quidan, promotion de Linares et future promotion Turenne, avec eux les officiers de l'école militaire interarmes. L'école navale, dont l'enseignement inculque aux futurs cadres de notre flotte des qualités de marin, de diplomate, d'administrateur. École d'officiers et plusieurs écoles de sous-officiers. Saint-Mexan, Issoire, Chanteau-la-Foulonnerie, Saint-Mandrier, Nîmes-Courbessac, Aulnat. Ici ceux de l'armée de terre, mais les 3 armes sont évidemment représentées. Voici l'école interarmée de Fontainebleau qui entraîne et perfectionne cadres d'actives et des appelés du contingent d'un haut niveau sportif. La garde républicaine de Paris. L'un des éléments de la gendarmerie est vue du ciel, la capitale. Image filmée par Darchy et Chapelle à bord d'un Jaguar franco-britannique dont on verra passer après les Mirage 4 2 escadrilles en forme de canard. Et oui, c'est beau, c'est grand, Paris. Ce matin, maintes et maintes artères populaires, presque jamais visitées par la troupe, auront vu passer le défilé du 14 juillet, dont les divers éléments auront comme éclaté après la place de la République en 3 directions. Les chasseurs. Premier groupe de chasseurs mécanisés stationnés à Reims et 13e bataillon de chasseurs alpins qui tient garnison à Chambéry, avec ses éléments blancs au ski blanc pour la neige toute blanche des montagnes. Le 5e régiment d'infanterie, héritier des bandes de Guyenne, devenu en 1569 régiment des gardes du roi de Navarre, l'un des plus anciens de notre armée. Des parachutistes, le 1er régiment de chasseurs, constitué à Fès en 1943 et qui est installé à Pau depuis 1962, et le 8e régiment de parachutistes d'infanterie marine, en garnison à Castres.
soleil, il ne fait pas trop chaud. C'est un beau défilé comme le président l'avait souhaité. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, créée par Napoléon après le grave incendie de l'ambassade d'Autriche et qui a participé l'année dernière à plus de 80 000 interventions. Le drapeau des fusiliers marins précède deux compagnies de l'école des fusiliers marins et du groupement des fusiliers marins commando implantés à Lorient. On verra aussi une compagnie du Clémenceau, une de l'escorteur Labourdonnais, l'équipage du Redoutable, l'équipage de l'Escadron sont également représentés. L'armée de l'air, derrière le drapeau de la 10e escadre de chasse, ceux de Creil, de Cambrai, du Bourget, d'Évreux, de Villacoublay, de Saint-Cyr, et les sections cynophiles de la 2e région aérienne, chargées d'assurer la protection et la défense des points sensibles de l'armée de l'air. Très gros succès pour le personnel militaire féminin des armées. École interarmée des personnels militaires féminins de Caen, détachement du personnel féminin des armées de terre, de mer et de l'air, et la création des formations féminines auxiliaires des trois armées remonte, vous le savez, à 1940 à Londres. Et puis la Légion, la section des pionniers précédant la musique de la Légion, le drapeau du premier étranger, un escadron du premier de cavalerie, une compagnie de deuxième étranger d'infanterie, une compagnie de deuxième étranger de parachutistes, le célèbre pas lent, le célèbre képi blanc. Et oui, ce fut un beau défilé, plus proche de nous, m'a-t-il semblé, que les autres années. Il y avait aujourd'hui quelque chose de plus. Très beau, hein. Très beau. Ça vous plaît ce trajet? Oh, beaucoup. Et vous, monsieur? Ils sont très gentils pour les personnes âgées. C'est pas pareil que mon temps, mais enfin, hein, Et votre temps, c'était comment, monsieur? Vers 14. Et le fait qu'on ait choisi votre quartier pour ce défilé, vous êtes content? Ah oui, tout de même, oui, parce que ça donne quand même une touche de gaieté, chose qui manquait quand même à la Bastille avant. Je me rappelle, il y a 58 ans, j'ai défilé moi-même en 1907 pendant la guerre. C'est très bien aussi. Donc vous êtes content? Oui, je suis content aussi de voir. Et j'ai voulu voir ça encore. C'est peut-être la dernière fois de ma vie, j'ai 86 ans. C'est autre chose, c'est tout à fait autre chose, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et le fait que les troupes défilent à pied? La présence du personnel montre vraiment que la France est encore très vivante. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet? C'est la prise de la Bastille. En prise de la Bastille, Par qui? par les Français. Vous préférez que ça se passe ici? Mais naturellement, Pourquoi? parce que c'est beaucoup mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que c'est beaucoup plus démocratique, plus républicain. La question ne se pose pas. Et le fait que les militaires défilent à pied, alors qu'est-ce que vous en Et c'est pensez? une splendeur, il faut faire des économies. Qu'est-ce que ça représente pour vous le 14 juillet? Pardon? Le 14 juillet, qu'est-ce que ça représente pour vous? énormément de choses, monsieur. J'ai souffert dans la résistance, moi, monsieur. Qu'est-ce que ça représente pour vous le 14 juillet? Je peux pas le dire, j'en suis tout bouleversé. C'est quelque chose, c'est une liberté qu'on a eue. Je crois que c'est beau. Et c'est formidable. Je suis très satisfait, c'était exactement le défilé que je souhaitais, a commenté de son côté M. Valéry Giscard d'Estaing, souriant et détendu au cours de la réception offerte en fin de matinée dans les jardins du Palais de l'Élysée. Parmi les 1300 invités, les membres du gouvernement, des diplomates, des anciens combattants des départements et territoires d'outre-mer et d'Afrique noire, des journalistes et bien sûr une majorité de militaires, généraux et hommes de troupe. Et puis une innovation, c'est un groupe folklorique alsacien, les joyeux vignerons de Dambach, qui animait la réception. Un groupe que le président avait remarqué lors d'une récente émission diffusée sur la première chaîne de télévision.
Dans l'assistance, une présence très remarquée, celle du sénateur communiste Jacques Duclos, qui n'était pas venu à l'Élysée depuis l'époque de M. René Coty. Le chef de l'État s'est longuement entretenu avec les participants à la revue militaire, fantassins ou cavaliers, aviateurs ou marins, légionnaires et polytechniciens, personnel militaire féminin des armées. Un contact direct avec ceux qui auront participé activement à la réussite de ce premier 14 juillet du septennat. Le 14 juillet, c'est aussi l'occasion pour un certain nombre de nos compatriotes jugés méritants par les pouvoirs publics de se voir attribuer une nomination ou une promotion dans l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est ainsi que chaque année, des noms de personnes inconnues du grand public côtoient dans la liste publiée le 14 juillet par le journal officiel ce matin des grands noms de la littérature, de la politique, des arts ou du sport. Pour ne citer que quelques noms parmi les plus connus, sachez que Jacques de la Cretelle, homme de lettres, et Olivier Wormser, ambassadeur de France, ont été élevés à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Maurice Druon et Yvette Chauviré sont sur la liste de ceux qui sont nommés officiers de la Légion d'honneur. Quant à la liste des chevaliers de la Légion d'honneur, on relève les noms de Joseph Fontanet, ancien ministre, Stéphane Grappelli, le compositeur, le chorégraphe Roland Petit et Zizi Jeanmaire. Que voici. C'est un 14 juillet plus politique, mais tout autant et surtout dans l'esprit de la fête que celui célébré aujourd'hui à Château-Chinon, le fief de François Mitterrand. En fait, depuis hier, et malgré des conditions atmosphériques défavorables, un spectacle non-stop a réuni un public nombreux à Château-Chinon autour de François Mitterrand et d'artistes engagés comme Gilles Dreux, Hugo Frey ou Maurice Biraud. Les représentants et sympathisants de toutes les formations de gauche se trouvaient ainsi réunis à Château-Chinon. Frustré de kermesse populaire le soir du deuxième tour des présidentielles, Château-Chinon s'est bien rattrapé ces 2 derniers jours. Le Parti socialiste et ses amis ont en effet donné un sérieux coup de main à l'orchestre des pompiers, et ce en réunissant des chanteurs, des danseurs qui ont animé la ville, tout cela bien sûr sous l'œil ravi de Monsieur le maire. C'est une fête populaire, c'est une fête patriotique. Chaque année, elle a lieu, cette fois-ci d'une façon particulière, c'est-à-dire que sont venus d'un peu toute la France des artistes, des amis, des voyageurs qui sont venus grossir le flot habituel de la population de Château-Chinon. Vous pouvez vous-même le constater, les rues sont joyeuses, on est content de se retrouver, il n'y a point de protocole, chacun est l'ami de tous, et c'est le sens que nous donnons à cette fête. Un 14 juillet haut en couleur, bien qu'un peu mouillé. Les parapluies étaient de rigueur hier soir pour ceux qui ont assisté au spectacle. Le gymnase avait été transformé en music-hall pour la circonstance. 3000 spectateurs ont pallié le manque de confort comme ils l'ont pu. Il faut dire que la qualité du spectacle leur a fait oublier l'absence de fauteuil. En tout, plus de 20 artistes de renom se sont succédés au cours de 2 représentations. C'est une belle performance, hein. Je vais vous dire une chose, personne n'y croyait. Hein. Quand on lance une idée comme ça, c'est mon ami Pascal Danel qui a eu cette idée-là. Après les présidentielles, on avait un dîner, puis on a dit, bah, maintenant qu'on a l'habitude de se voir, il faudrait continuer à se voir. Et Pascal Danel a lancé l'idée, mais pourquoi on ne fêterait pas le 14 juillet ensemble à Château-Chinon? Et alors, c'est comme ça que l'idée est venue. Mais assez rapidement, l'affaire s'est montée en, je sais pas, 3 semaines à peu près, quoi. C'est un beau coup, quoi, il n'y a pas de doute. Hein? 4 heures de représentation au terme desquelles on a promis de se réunir à nouveau, et ce chaque fois que cela serait possible. Et puis, en fin de soirée, ou plutôt en fin de nuit, le bal a enfin ouvert ses portes. Les festivités marquant le 14 juillet et qui vont se poursuivre dans la soirée, dans la nuit, ne marquent qu'un court entr'acte dans la vie politique française qui va être dominée dans la semaine qui vient par 3 questions principales. La situation des agriculteurs, les négociations à l'échelle européenne et la réforme de l'ORTF. En début d'après-midi, à peine la réception de l'Élysée était-elle terminée, que le Premier ministre, M. Jacques Chirac, a réuni un comité restreint consacré aux problèmes agricoles. Problèmes qui donneront lieu à des mesures
lors du Conseil des ministres de mercredi prochain. Mais dès demain, à Bruxelles, les ministres de l'Agriculture des 9 vont se retrouver afin d'étudier les conséquences engendrées par la baisse du revenu des agriculteurs. De leur côté, les ministres des Finances des 9 examineront la situation économique et monétaire de la communauté. Et puis il y a l'ORTF. Après l'important conseil restreint réuni hier autour du président de la République, le Conseil des ministres de mercredi prochain adoptera définitivement le projet de loi concernant la réforme de l'ORTF, projet de loi qui sera discuté très certainement à partir du 23 juillet par les députés et sénateurs réunis en session extraordinaire. Enfin, le gouvernement prépare activement le projet de budget pour l'année 75. Mardi, les principaux responsables dans ce domaine se retrouveront à l'Élysée autour du président Giscard d'Estaing. On vient d'apprendre aujourd'hui que le numéro 2 de la hiérarchie chinoise, le Premier ministre Zhou Enlai, a été hospitalisé après avoir subi une crise cardiaque. Zhou Enlai, que l'on aperçoit ici en compagnie de l'ex-premier ministre britannique M. Edward Heath, a été pendant un quart de siècle l'homme qui a traduit dans la réalité les visions de Mao Tse-tung. Issu d'une famille de mandarins, contrairement à Mao qui est d'origine paysanne, Zhou Enlai a beaucoup voyagé et parle plusieurs langues. C'est la première fois que la nature de la maladie de Zhou Enlai est révélée de sources officielles, bien qu'on ne précise pas à quelle date le Premier ministre chinois a été victime de cette crise. Il semble que Zhou Enlai soit en période de convalescence car sa dernière apparition publique date du 31 mai. Artisan de la tournure comprise au cours des 10 dernières années des relations sino-soviétiques, Zhou Enlai a réussi son plus beau coup de maître avec la visite du président Nixon à Pékin. Son éloignement des affaires publiques pourrait remettre beaucoup de choses en question. C'est donc un colonel du mouvement des forces armées qui a été nommé hier à Lisbonne par le général d'Espinola pour constituer un nouveau gouvernement au Portugal après la démission la semaine dernière, en même temps que celle de 4 ministres et de 4 secrétaires d'État de M. Palma Carlos, président du Conseil. Le général d'Espinola a créé une surprise en annonçant hier qui avait été choisi comme nouveau Premier ministre. On attendait un lieutenant-colonel, c'est un colonel qui est nommé. Il fait partie du mouvement des forces armées, de plus en plus le véritable patron au Portugal, plus que le gouvernement, le Conseil d'État ou même le général d'Espinola. Après sa nomination, le colonel Vasco Gonçalves annonçait aux journalistes que vous voyez sur ces images que son gouvernement serait connu au début de la semaine et qu'il comporterait plusieurs militaires. C'est un changement par rapport au gouvernement précédent qui ne comptait qu'un seul ministre militaire, celui de la Défense, le lieutenant-colonel Mario Miguel, qui avait été donné d'abord comme futur président du Conseil. Le gouvernement du colonel Gonçalves devrait être moins éphémère que celui de M. Palma Carlos. Il ne souffrira sans doute pas de tension avec les forces armées à cause de l'origine de son président. À cause de cela aussi, les partis civils qui formeront la coalition estimeront sans doute que le rapport des forces n'est pas actuellement en leur faveur. Un titre qui est effectivement tout un programme. Sous cette rubrique, nous avons groupé un certain nombre de conseils et de réflexions qui devraient vous être utiles dans cette période de l'année où vous vous trouvez dans un milieu et dans des conditions qui sont très différentes de vos habitudes. Il y a d'abord ces conseils que nous vous donnons chaque soir et qu'il est bon de se remémorer. Vous verrez ensuite comment passer des vacances sans surprise, tout au moins sans mauvaise surprise, avec quelques précautions élémentaires. Mais voyons tout d'abord notre conseil ce soir, qui est le 3e de notre série. Ce soir, nos conseils s'adressent aux téléspectateurs qui ont choisi de prendre leurs vacances à la montagne. Tous les ans, de nombreux accidents sont provoqués par des alpinistes inexpérimentés et imprudents. Voici des recommandations importantes. Ne jamais partir seul. Avant une course en montagne, même très facile, consultez la météo. Informez avant votre départ le bureau des guides. Ne mettez pas imprudemment en danger votre vie, ni celle des gendarmes et sauveteurs.
Ces vacances, elles doivent être réussies. Mais chacun sait que nul n'est à l'abri des mauvaises surprises. Voici donc quelques trucs qui vous permettront d'éviter des sources de malentendus. À titre d'exemple, les locations saisonnières. À votre arrivée, si la maison louée ne correspond pas à la description donnée, situation des lieux, éléments de confort, que faire? S'il y a litige entre le propriétaire et vous, un recours est possible. Le constat de l'état des lieux par huissier. Dans ce cas, vous serez alors dégagé de l'obligation de payer la location. Et même quand tout vous paraît normal, il y a néanmoins intérêt à faire vérifier l'inventaire des meubles et des objets. Pour les adeptes du camping et du caravaning, ne plantez pas votre tente dans le premier camp venu. Comme pour ceux réservés aux caravanes, ces terrains sont classés par catégorie, en 1, 2, 3 et même 4 étoiles, selon les équipements. Les prix doivent figurer à l'entrée de chaque camp. De même à l'hôtel, ils sont classés en différentes catégories selon le confort qu'ils offrent. Les prix doivent être affichés à la réception et dans chaque type de chambre, taxes et services compris. Au restaurant comme au café, les prix doivent être à portée du regard. Là encore, la mention service compris ou non compris doit être précisée. Cette année, pour éviter ce genre de malentendus, le Commissariat général au tourisme et le ministère des Finances lancent dans 1000 stations touristiques l'opération Vacances sans surprise et sans surpris, ou comment régler certains désaccords. Le consommateur, le vacancier, aura un problème avec un commerçant ou avec un prestataire de service, il devra naturellement tout d'abord s'adresser à son interlocuteur, c'est-à-dire à son commerçant ou à son prestataire de service pour essayer de trouver la solution à ce problème. Et si les choses ne s'arrangent pas? Si les choses ne s'arrangent pas, dans la plupart des stations touristiques, nous avons institué cette année, parce que le besoin s'en faisait de plus en plus sentir, des petites cellules de concertation dans lesquelles des représentants des organisations de consommateurs viendront assister le consommateur qui se dit lésé, et qu'il est peut-être effectivement, à régler le litige qu'il a avec son commerçant ou son prestataire de service. Où se trouveront ces permanences d'accueil? Ces permanences d'accueil se trouveront généralement dans les syndicats d'initiative, mais elles pourront aussi se tenir ailleurs, par exemple dans les mairies, mais en tout cas dans des lieux qui seront portés à la connaissance des vacanciers. Un mémento du soleil est actuellement distribué dans les villes touristiques. Il contient des renseignements pratiques qui doivent, par une connaissance des droits et des devoirs de chacun, faciliter les rapports entre les hôteliers, restaurateurs, commerçants et consommateurs. Vous savez l'heure? Ici, 6h15 à peu près. Hein. Ça fait tôt, hein? Depuis hier soir, là, c'est tous les braquets de montagne. Et tous les matins, tous les jours, c'est comme ça? Oh, pas tous les jours, mais c'est souvent quand même. Ni vu, ni connu, voici pourtant l'un des personnages essentiels du Tour de France, le mécano. Son dada, au mécano, c'est le vélo. Du matin au soir, il le chouchoute, il le bichonne, il le soignote, et s'il ne dort pas avec, c'est parce qu'il a si peu de temps chaque nuit à dormir qu'il a intérêt à bien le faire. Debout à 6 h du matin pour les dernières vérifications, il ne se couche que vers minuit ou 1 h, après un nettoyage complet et un réglage parfait des machines dont il est responsable. Quand on prend le départ du Tour de France, c'est pour 3 semaines sans dormir longtemps, quoi. Les nuits sont courtes. On fait des nuits qui font à peu près 6 heures, environ une bonne moyenne de 6 heures, quoi. Ça fait 17 heures de travail, environ 18 heures? Environ, oui, par jour. Il faut dire que le matin, on se lève vers 6 heures. On fait la dernière vérification sur les vélos. Là, on fait toute l'étape, dépanner les coureurs en cours. Et puis, arriver le soir, c'est pour repartir, nettoyage de vélo, révision complète. Et puis, après, ben, on va au lit. On repart pour le lendemain. Et tout ça, c'est pour les autres, en fait? Enfin, pour les autres, oui, bien sûr, mais on est rémunéré en conséquence aussi. Hein. C'est un travail dur, mais bien rémunéré pour un jeune. En fait, un mécano, dans le Tour de France, ils sont 2 ou 3 par équipe, gagne en moyenne 90 francs par jour. C'est en gros la somme que perçoit la majorité des coureurs dont il a la charge des vélos, mais c'est bien sûr beaucoup moins que ce que touchent les vedettes. Pendant la course, on n'a pas tellement de relations, sinon quand on change des roues ou choses comme ça, en dehors de la course... Ça se passe très vite là, hein, ça dure 10 secondes Oui, à peu près 10 secondes, 15 secondes, quoi, à peu près pour changer une roue, hein, c'est la limite. Et vous lui parlez là, vous lui dites quelque chose? Non, enfin on lui donne un petit coup de main, on le pousse, et puis un petit mot d'encouragement, quoi, en général. Hein. Pas de blague jamais, si? Oh, quand ça roule doucement, oui, quand ça roule doucement, des fois on fait des blagues,
On amène une roue arrière au lieu d'une roue avant ou des bricoles comme ça, mais il faut pas faire ça quand ça roule vite. Hein. Vous, personnellement, vous n'êtes, je sais pas, jamais jaloux d'un Martinez ou d'un... Pas du tout, non. De toute façon, moi j'ai couru en vélo en amateur, je marchais pas, bon bah c'est pas la peine, quand on marche pas, il vaut mieux s'arrêter et puis essayer de se consacrer à autre chose. Hein. Qu'est-ce que vous faites après? Repos, vacances. La mer, tout. Et vous faites du vélo, non, pendant les vacances? Non. Voilà, et bien avant que ce journal ne se termine, je vais vous donner le résultat du tiercé. C'est le 2, le 11 et le 3, ce qui rapporte pour 3 francs dans l'ordre 3174 francs et dans un ordre différent 472 francs 20. Voilà, vous retrouverez tout à l'heure l'un de nos confrères à 24 heures dernière en fin de programme. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une bonne nuit. Et si vous dansez, faites attention de ne rien vous casser, de ne pas avaler un moustique comme Dalida lorsqu'elle chantait.